Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de La Cerisay. Il s'agit d'une pièce de théâtre d'Anton Tchekhov créée en 1904. La pièce débute au mois de mai dans la chambre d'enfants du domaine de Lyubov. Dunyasha et Lopakhin attendent l'arrivée de Lyubov qui doit arriver ce jour même en train. Elle a passé ses 5 dernières années en France. Lopakhin se souvient du bon traitement de Lyubov quand il était adolescent et que son père l'avait frappé. Il se rappelle que cette femme l'avait appelé moujik. Il pense que même s'il s'est enrichi, il ne reste qu'un paysan. Dunyasha est heureuse de ce retour. Epikodov fait une courte apparition. Cet homme est surnommé 22 malheurs car il est malchanceux. Après son départ, Dunyasha dit à Lopakhin que cet homme lui a fait une demande en mariage à laquelle elle ne sait pas si elle doit dire oui ou non. Lyubov et Anya sont de retour à la maison. Elles ont été cherchées par First, qui est un vieux domestique à moitié sourd, marmonnant la plupart du temps et maternant Léonide. Lyubov est ému de revoir ces lieux chargés de souvenirs. Anya et Dunyasha restent seules. Dunyasha lui parle de sa proposition de mariage, mais Anya lui reproche de toujours penser à la même chose. Dunyasha informe Anya que l'étudiant nommé Pierre est couché dans cette maison. Varia a donné l'ordre de ne pas le réveiller. Varia entre et Anya lui raconte son voyage à Paris. Elle a été chercher sa mère qui n'avait plus un sou après sa vente de la villa de Menton. Sa mère est très dépensière. Anya et sa mère ont eu tout juste assez d'argent pour pouvoir rentrer à la maison. Varia lui indique qu'ici aussi il y a de graves problèmes d'argent et que pour rembourser les intérêts, la cerisée sera vendue en août. Anya pose la question à Varia au sujet d'un mariage avec Lopakhin. Elle répond que Lopakhin ne lui a pas encore fait de demande. Varia rêve qu'Anya fasse un riche mariage afin qu'elle puisse aller dans un couvent. On apprend d'Anya que la mère est partie de son domaine après la mort de son mari et de son fils qu'elle n'a pas réussi à surmonter. Anya se doute que la présence de l'étudiant, qui était alors précepteur du fils mort, peut ramener des moments tristes à la mère. Anya, fatiguée de ses 4 nuits sans sommeil, va se coucher. La mère est surexcitée de revoir tous ces éléments qui lui rappellent son passé. Lopakhin met la mère au courant au sujet de la vente de la cerisée. Il lui dit que cependant, si elle faisait construire des habitations sur ses terres, elle pourrait en tirer de l'argent. Il lui dit également qu'il faudrait pour cela abattre les cerisiers et la maison, ce que la mère ne veut pas. La cerisée est connue pour sa très grande superficie. Fierce n'arrange pas les choses en racontant certains éléments du passé de la cerisée. Si la mère ne se décide pas à louer, la propriété sera vendue aux enchères. Varia vient apporter 2 télégrammes de Paris. La mère les déchire sans même les avoir lus. Lopakhin doit s'en aller pour Kharkov. Il reviendra dans 3 semaines. Pichtchik demande de l'argent afin de payer les intérêts de son hypothèque, mais la mère dit ne pas avoir d'argent. Varia ouvre la fenêtre. Le soleil s'est levé et la cerisée est toute blanche. Elle est telle que la mère l'a toujours connue. Elle croit même y voir sa mère. Pierre entre et il rappelle à Lyubov qu'il était le précepteur de son fils. Cela fait pleurer Lyubov. Pierre est encore étudiant malgré son âge avancé, ce qui est soumis à la critique. Pichtchik remet le couvert en demandant de l'argent. La mère finit par lui céder. Varia dit à Yasha que sa mère veut le voir. Léonide pense avec Varia au moyen de s'en tirer. Ils peuvent recevoir un héritage, Anya peut se marier avec un homme riche, ou alors ils peuvent demander de l'aide à une tante avec qui les relations sont compliquées. Anya, qui n'arrive pas à dormir, rejoint Léonide et Varia. Le plan de Léonide comporte 3 étapes. Léonide veut essayer d'emprunter sur billet. Anya peut aller voir la tante pour récupérer de l'argent et la mère peut parler avec Lopakhin. L'énumération des moyens de s'en sortir tranquillise Anya qui s'était levée entre-temps. Plusieurs personnages vont se coucher. L'acte se situe en dehors de la maison. Sont présents Charlotta, Yasha, Dunyasha et Pikodov. Ce dernier chante et joue de la guitare. Il se demande s'il doit continuer de vivre ou bien se suicider. Charlotta pense à son passé quasiment inconnu et à sa solitude. Elle s'en va rapidement du groupe.
Epikodov aimerait parler en tête-à-tête avec Dunyasha. Dunyasha veut d'abord qu'il lui apporte sa pèlerine. Epikotov accepte d'y aller, mais il pense à se servir de son pistolet. Dunyasha se retrouve seul avec Yasha. Ce dernier lui dit son ressentiment envers Epikodov. Tous deux s'aiment et s'embrassent. Lorsque Lyubov, Léonide et Lopakin viennent, Yasha recommande à Dunyasha de partir vers la maison, sans quoi on va croire à un rendez-vous. Lopakin demande une réponse de la part de la mère. Tandis que Varia fait des économies sur la nourriture, la mère et Léonide dépensent l'argent n'importe comment. Lopakin dit que Deriganov serait un acheteur. Léonide dit qu'ils attendent l'envoi d'argent de la tante. Lopakin essaie de les raisonner. Il faut louer la Cerizay et la propriété pour éponger les dettes. Il est à bout face à l'attitude inconséquente de Léonide et de Lyubov. Lyubov parle de ses fautes. Elle parle de son mariage avec un homme qui faisait des dettes, de sa relation avec un amant dont la punition serait la mort de son fils. Ne pouvant supporter la mort de son fils, elle s'est enfuie en France où son amant l'a suivie. Elle a acheté une villa à Menton. Son amant est tombé malade. Elle a dû vendre la villa et partir pour Paris. Après lui avoir tout pris, son amant s'est trouvé une autre femme. Elle a alors tenté de s'empoisonner. Maintenant, la mère reçoit des télégrammes de la part de son amant qui lui demande de revenir. Le groupe entend un orchestre juif jouer qui leur rappelle des souvenirs. La mère parle à Lopakin d'épouser Varia. Il semble d'accord avec ce projet. Léonide dit qu'on lui offre une place dans une banque qui lui rapportera 6000 roubles par an. First entre et il apporte un pardessus à Léonide. Lyubov trouve que First a vieilli. First se souvient de l'ancien temps et au moment de l'émancipation durant lequel, au lieu de prendre sa liberté, il est resté près de ses maîtres. Il regrette l'ancien temps où maître et moujik formaient un tout. Léonide veut demain aller voir un homme qui pourrait lui prêter de l'argent sur billet. Entre Pierre, Anya et Varia. Lopakin taquine Pierre car il est toujours étudiant à son âge. Pierre lui dit son avis. Lopakin est devenu un homme riche et il le compare à une bête de proie. Lyubov fait reprendre à l'étudiant la conversation d'hier soir. Pierre philosophe sur l'homme fier. La mère pensait qu'il y a quelque chose de mystique dans l'homme fier. Pierre se demande quel sens peut avoir la fierté lorsque l'humanité est faible, tant physiquement qu'intellectuellement. L'étudiant se plaint d'une classe sociale qui se dit instruite mais qui ne l'est pas, qui est vide de discours constructeurs et qui ne fait rien de sa vie. Pierre a l'espoir d'un changement. Lopakin, en travaillant, côtoie certaines personnes et il se rend compte que peu de gens sont honnêtes et convenables. Il pense que l'homme devrait être un géant avec tout ce qu'il a sous la main, mais qu'il ne l'est pas. La mère ne comprend pas l'utilité d'être un géant. Un passant vient, il demande de l'argent et Lyubov lui donne une pièce d'or. Il est temps de souper. Tous s'en vont à part Anya et Pierre qui restent ensemble. La peur du passant a fait en sorte que Varia ne soit plus dans leurs jambes. Varia les suit partout car elle craint une romance entre eux. Pierre pense qu'ils sont au contraire au-dessus de l'amour. Anya lui confie ne plus rien ressentir pour la Cerizay. Pierre lui dit que les cerisiers représentent le passé, donc la servitude des serfs. Pour lui, pour vivre vraiment, il faut s'arracher de son passé, même si cela passe par de la souffrance. Pierre encourage Anya à quitter la maison pour laquelle elle ne ressent plus rien. La lune se lève. Ils sont dérangés par Varia qui les cherche. Le troisième acte se déroule durant le jour de la vente de la propriété. Dans le salon, la famille danse. L'orchestre juif mentionné dans l'acte 2 y joue. Daria pleure. Elle s'inquiète car elle ne sait pas avec quoi on va payer les musiciens. Pichtchik a une dette à payer pour après-demain, mais il n'a pas toute la somme. La mère se tracasse car Léonide n'est pas encore revenu et à cause de cela, elle ne sait pas si la vente s'est effectuée ou non. Charlotta détend l'atmosphère avec ses tours de magie. Elle fait apparaître des cartes, elle fait la ventriloque, elle fait apparaître Anna et Varia derrière le plaid. Léonide n'est toujours pas là, si bien que l'on ne sait pas si la vente a lieu ou non. On apprend que la tante a envoyé que très peu d'argent pour acheter le bien, si bien qu'ils ne peuvent même pas payer les intérêts de la dette. L'étudiant et Varia sont en train de se taquiner. La mère demande à Varia pourquoi elle n'épouse pas Lopakin. Varia pense que ce n'est pas à elle de demander la main de Lopakin qui est trop occupée par ses affaires pour s'intéresser à elle. Son vœu, si elle avait un peu d'argent, serait de partir et d'entrer dans un couvent. Yasha entre et il rit car Epikodov a cassé une queue de billard.
Varia n'est pas contente que l'on a laissé Epikodov jouer au billard. Lyubov demande à l'étudiant de ne plus taquiner Varia, mais il reproche que Varia ne les a pas laissés un seul instant tranquilles, lui et Ania. Quand la mère s'inquiète de nouveau sur le sort de la propriété, l'étudiant lui dit de regarder la vérité en face. Le bien, s'il n'est pas encore vendu, le sera tôt ou tard. La mère lui reproche de porter des jugements trop hâtifs, car, en étant trop jeune, il n'a pas d'expérience de la vie. Elle lui explique son attachement pour la propriété, et elle lui dit qu'elle n'envisage pas sa vie sans elle. Cette propriété est également le lieu où son fils s'est noyé. La mère dit qu'elle lui donnerait bien Ania, mais qu'il faut pour cela qu'il ait un travail. Lyubov reçoit un télégramme chaque jour. C'est son amant de France qui est malade et qui la réclame auprès de lui. Lyubov aimerait le rejoindre. Pierre lui dit que cet homme l'a volé et qu'il n'est qu'un vaurien. Lyubov lui en veut de ce jugement et elle lui reproche de n'être qu'un gamin alors qu'à l'âge qu'il a, il devrait être plus avancé dans la vie. Il s'en va mais il tombe dans l'escalier puis il se réconcilie avec Lyubov. Tout le monde se remet à danser. Ania vient apporter la nouvelle. Un homme est passé dire que la Cerizay vient d'être vendue. Cependant, on ne sait pas à qui, ce qui angoisse la mère. Pichtchik lui demande de l'argent. Douniacha dit que l'employé de poste lui a dit qu'elle était comme une fleur. Epikodov en est contrarié. Varia entre et elle reproche sa présence à Epikodov. Elle le chasse. Lopakhin et Léonide reviennent enfin. Lopakhin dit que la propriété a été vendue. C'est lui-même qui l'a achetée. L'argent de la tente apporté par Léonide n'a pas suffi. L'enchère s'est déroulée entre Deriganov et Lopakhin. Lopakhin essaie de retenir sa joie, mais il n'y parvient pas très longtemps. Cet achat représente pour lui une ascension sociale. Ses aïeux travaillaient ici, il en devient maintenant le propriétaire. La mère lui lance les clés de la propriété. Lopakhin veut abattre les arbres et construire à la place des habitations. Lyubov en pleure. Pichtchik emmène Lyubov dans une autre salle. Ania console sa mère. Elle lui fait miroiter un autre avenir dans lequel ils pourront replanter des cerisiers. On est de retour dans la chambre d'enfant. La famille s'apprête à partir. Lopakhin vient avec une bouteille de champagne. Les gens refusent de trinquer à part Yachar. Ce dernier est très content de quitter cet endroit et de retrouver Paris. Pierre entre et il cherche ses caoutchoucs. Grâce à un dialogue entre Pierre et Lopakhin, on apprend que Lopakhin va passer l'hiver à Kharkov. Il prendra le même train que la famille. Pierre accompagne la famille jusqu'à la ville et il se rendra ensuite à Moscou. Lopakhin a de l'argent et il voudrait aider financièrement Pierre, notamment grâce à ses gains sur une plantation de pavots. Pierre refuse. Ania vient, elle dit que l'on commence à abattre les arbres alors que la mère aurait préféré que les ouvriers attendent son départ. Lopakhin s'en va donner l'ordre aux ouvriers d'attendre quelque peu. Ania interroge Yasha pour savoir si Firs a été conduit à l'hospice. Apparemment, il y a été conduit. Lyubov dit ses adieux à la maison. Elle sera détruite au printemps. Ania et Léonide sont contents car l'abandon de cette maison leur ouvre la voie vers une nouvelle vie. Léonide veut ou va devenir un financier. Ania et sa mère vont faire des lectures. La mère va se rendre à Paris avec l'argent donné de la tante. Pichtchik vient et au lieu de demander de l'argent, il en donne à Lopakhin ainsi qu'à Lyubov. Il a reçu récemment de l'argent car des Anglais ont trouvé une sorte d'argile sur son terrain. Cette arrivée d'argent va lui permettre de rembourser ses nombreuses dettes. Lyubov incite Lopakhin à demander la main de Varia. Pour cela, elle fait venir Varia qui cherche encore les caoutchoucs de Pierre. Varia dit qu'elle va être gouvernante dans une autre ville. Lopakhin dit qu'il va partir pour Kharkov et qu'il a embauché Epikodov qui restera ici. Lopakhin ne fait pas sa demande en mariage. La famille s'en va. Elle ferme la maison qui restera vide jusqu'au printemps. Firs n'est pas parti à l'hospice, mais il est resté à l'intérieur de la maison. Il s'installe sur un canapé. On entend les coups de hache sur les cerisiers. Cette pièce est avant tout l'histoire de la destruction d'un patrimoine. La Cerizay est le personnage principal de l'œuvre. Tout en étant juste à côté, les personnages n'y vont jamais et elle n'est vue que de loin. La Cerizay semble plus importante que la maison, plus importante que les personnages. Le tragique de cette pièce passe bien plus par la perte des cerisiers que par la perte de la maison. Le titre est par ailleurs La Cerizay.
La Cerizay paraît comme un condamné à mort à qui on ne donnerait même pas la parole. On ne lui donne même pas d'avocat. Le procès est inéquitable. L'accusé reçoit la sanction qui est la peine de mort. Cette mort peut signifier deux choses, la fin ou un renouveau. La pièce oscille tout le temps entre ces deux visions. La fin peut être représentée par la vente de la Cerizay, mais le nouveau peut être la naissance du projet d'habitation. La fin peut être représentée par le fait que l'on quitte les gens au moment de l'automne, mais le nouveau est que l'hiver va déconstruire et le printemps va reconstruire. C'est également la fin de l'aristocratie, mais c'est le nouveau de la montée des moujiks. On peut très bien se lamenter sur la pièce, mais on peut aussi se réjouir. Tout dépend de quel camp on est. Naturellement, la période est difficile pour les uns, mais elle est aussi facile pour d'autres. Les personnages peuvent être séparés en deux principaux camps. Le premier est constitué des moujiks qui se sont enrichis ces dernières années. Alexandre II a aboli le servage en 1861. L'appartenance des moujiks à une classe et l'appartenance de leurs aïeux à cette même classe leur confère une vision que ne peuvent pas avoir les aristocrates. Par exemple, Loupakine sait que les cerisiers ne donnent des cerises qu'une fois sur deux. Nous avons une nouvelle génération avide d'argent et avide de grandir. Loupakine parle de géants. Il veut grandir, mais hélas, grandir sans autre but que l'accumulation. Comme le dit la mère, les géants font peur. L'étudiant le compare à une bête à proie. Le mot d'aujourd'hui n'est plus de vivre ensemble comme le décrivait le valet, ou dans son temps moujik et maître ne faisaient plus qu'un. Le mot d'ordre est maintenant de vivre séparés. À côté du groupe des anciens moujiks, nous avons le second groupe, celui des aristocrates. Les aristocrates veulent garder les cerisiers. Face aux moujiks, ils paraissent bien faiblards. Puisqu'ils n'arrivent pas à affronter le présent, ils font comme s'ils n'existaient pas. Ils gardent leur train de vie d'auparavant, même s'ils ne pourront bientôt plus le garder. Même si les aristocrates se rendaient compte de leurs problèmes, il n'est pas sûr qu'ils réussiront à vaincre les obstacles pour la simple raison qu'ils ont été modelés à une époque qui n'a rien à voir avec celle-ci. Dans la pièce, ils gardent tout de même quelques pouvoirs. Ils envoient ainsi Fierce à l'hospice. Le sort de Varia n'intéresse pas sa mère adoptive, et les pauvres pâtissent du manque de nourriture dans la maison. Dans cette pièce, tout le monde est à contretemps. Par exemple, dans l'acte 1, Loupakine dit qu'il va partir, mais il ne le fait que longtemps après. Toujours dans l'acte 1, les gens boivent du café alors qu'ils doivent aller se coucher. Il y a de nombreux trains ratés. Toujours dans l'acte 1, l'étudiant vient voir Lyubov alors que normalement il ne devrait pas le faire. Dans ce même acte, Yasha doit voir sa mère mais il ne le fait pas. Le décalage est aussi symbolisé par le fait qu'il y a des gens qui sont là alors qu'ils ne le devraient pas. Le précepteur est là alors que l'enfant est mort il y a des années. Il y a le voisin qui vient quémander de l'argent à des gens qui déjà n'en ont presque plus. Même la météo ne semble pas au point. Ainsi, au printemps, lorsque les cerisiers sont en fleurs, il gèle. Au contraire, à l'automne, il fait beau temps. Les contretemps se voient aussi vis-à-vis des questions posées qui reçoivent une réponse à côté de la plaque ou pas de réponse du tout. Par exemple, il y a lorsque Léonide parle de termes de billard alors que cela n'a rien à faire dans la conversation. Les autres font également des remarques qui n'ont pas de sens lorsqu'ils remarquent que les gens ont vieilli alors que certaines personnes ne se sont pas vues depuis des années. La famille paraît comme disloquée, elles sont rarement ensemble, la pièce est un incessant va-et-vient. Il n'existe aucun couple au début et également aucun couple à la fin. Les personnes restent seules, qu'elles soient courtisées ou non. Les gens passent leur temps à se faire des reproches l'un l'autre. Ils ne cherchent pas à se comprendre. Les personnages au cours des mois arrivent étrangement à se faire à cette situation. La mère, Anna et Léonide partent de la Cerizay sans trop faire d'histoire. Seul l'ancien valet reste dans la maison. Ils ont pourtant un avenir incertain. La mère va rejoindre son amant en France et sans lire la suite, on la connaît déjà. Léonide n'arrivera peut-être pas à garder son travail. Varia devient gouvernante alors qu'elle est la fille adoptive de Lyubov. De plus, elle aurait préféré aller dans un couvent. Le plus important est qu'ils perdent un pan de leur passé qui, contrairement à ce que l'on peut croire, ne va pas se détruire aussi aisément. En plus de perdre leur patrimoine, ils auront également perdu leurs racines qui paraissaient être jusque-là leur seule consolation.
Toute la cerisée est blanche. Te souviens-tu, Liuba, de cette longue allée toute droite, droite comme une courroie tendue? Les nuits de lune, elles brillent. Te souviens-tu? Oh, ma jeunesse, ma candeur. J'ai dormi dans cette chambre d'enfant. Chaque matin, le bonheur s'y réveillait en même temps que moi. D'ici, je regardais la cerisée. Elle était exactement comme je la vois aujourd'hui. Rien n'a changé. Tout est blanc, blanc. Ma cerisée, après un noir et vilain automne et un hiver glacé, te revoilà jeune, pleine de bonheur. Les anges du ciel ne t'ont pas quittée. Ah, si je pouvais faire tomber de mes épaules le fardeau qui pèse sur elles, si je pouvais oublier le passé. Dire que la cerisée va être vendue à cause de nos dettes. N'est-ce pas étrange? Voyez, notre défunte mère traverse la cerisée, vêtue de blanc. Oui, c'est elle? Où cela? Voyons, mère, qu'avez-vous? Il n'y a personne. Il m'a semblé. Là, près du pavillon, ce petit arbre blanc qui penche, on dirait une femme.